L'histoire proclame que Napoléon est l'un des plus grands généraux de l'histoire de la guerre. Sa vision stratégique et sa maîtrise de toutes les variables qui influencent le comportement d'une vaste armée ont fait de lui une figure légendaire aux côtés d'Alexandre le Grand, Jules César ou bien encore Hannibal. Napoléon a été couronné empereur de France de sa propre main lors d'une cérémonie en grande pompe le 2 décembre 1804. Ce moment de gloire suprême est le fruit d'une série de promotions rapides qui l'ont vu passer du statut de capitaine d'artillerie peu connu à celui de maître incontesté de la France et plus largement de l'Europe en l'espace de 6 ans seulement. Nous avons tous son image dans notre inconscient et on le reconnaîtrait de loin. Un homme, guère grand, 1m68, la moyenne de l'époque. Avec sa simple redingote grise, la main dans son veston et son chapeau bicorne, porté volontairement de côté. Pour l'anecdote, à l'époque, le bicorne se portait avec une corne vers l'avant et l'autre élancée à l'arrière. Napoléon le portait donc à sa manière, sur le côté, une sorte de signature pour se démarquer. Aujourd'hui, nous plongeons dans un cours accéléré sur la chronologie européenne afin de parler de l'histoire incroyable du premier empereur de France et de son héritage. Le sujet revenant régulièrement dans les médias et le cinéma, Géopolitique Profonde a décidé de se l'emparer pour vous avec son zèle habituel. La figure de Napoléon Bonaparte demeure un emblème de l'histoire française, un exemple rare de grandeur et d'ambition. Son règne a vu la France s'élever au rang de superpuissance européenne, influençant profondément l'histoire mondiale. Symbole de bravoure, d'intelligence stratégique et d'éclat, son héritage perdure à travers les âges et les siècles. À ce jour, Napoléon Bonaparte détient le record du plus grand nombre de triomphes militaires avec 56 victoires à son actif. Il surpasse ainsi des figures telles que le duc de Wellington, son vieil ennemi qui le battra à Waterloo, ou encore Jules César. Pendant les conflits napoléoniens, son armée exceptionnelle a surmonté 6 coalitions ennemies avant de finalement succomber lors de la bataille de Waterloo face à une 7e coalition. Sa renommée et sa réputation grandiloquente sont désormais incontestées. Des biographies de sa vie étaient écrites de son vivant dès 1796, notamment par des écrivains anglais qui racontaient ses batailles. Dans un contexte historique marqué par la Révolution française qui a mis fin à plus d'un millénaire de monarchie, Napoléon s'est autoproclamé empereur, inaugurant une nouvelle ère pour la France. Cette ascension remarquable, de ses origines modestes à la création d'un empire, demeure une source de fascination et de débat. Retour sur la genèse d'une légende. Retraçons l'histoire. Nous arrivons dans la Corse de 1768. Pendant des siècles, l'île méditerranéenne était sous l'emprise de Gênes. Cependant, à la suite des soulèvements de 1729, des mouvements indépendantistes poussent Gênes à solliciter l'intervention française. Suite à des négociations complexes, la France acquiert finalement la souveraineté de la Corse. Un an plus tard, le 15 août de l'année 1769, marque la naissance de Napoléon Bonaparte dans une famille de la petite noblesse d'Ajaccio. Élevé avec ses 7 frères et sœurs, il est envoyé à l'âge de 9 ans à l'école militaire de Brienne, en Champagne. Malgré quelques tensions avec ses supérieurs, il y excelle et poursuit ensuite ses études à l'Académie militaire de Paris, se concentrant sur l'artillerie. À seulement 16 ans, il devient sous-lieutenant d'artillerie à Valence. En parallèle, la France traverse une crise économique sévère, exacerbée par les dépenses des guerres de 7 ans et d'indépendance américaine. Le mécontentement populaire est palpable. Le roi Louis XVI, confronté à ces difficultés, convoque les États généraux à Versailles. Il regroupe des représentants du clergé, de la noblesse et du tiers-état dans l'espoir de trouver une solution à la crise. L'Assemblée nationale émerge après des conflits internes dominés par le tiers-état. À Paris, des émeutiers s'emparent de la Bastille, symbolisant le début d'une révolution bourgeoise et la fin de l'Ancien Régime. Les révolutionnaires abolissent les privilèges nobiliaires et rédigent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par la suite, Louis XVI tente de s'évader vers un refuge royaliste, mais il est capturé en route. Initialement, les monarchies européennes observent la Révolution française de loin, y voyant un affaiblissement bénéfique de leurs rivales. Cependant, l'arrestation du roi les alarme, craignant la propagation des idées révolutionnaires jusque dans leur propre contrée. En effet, à cette époque, la France est entourée de nombreux royaumes. La Prusse et l'Autriche, par exemple, s'unissent dans l'espoir de restaurer la monarchie française. Alors que le conflit éclate en France, l'état de l'armée française est préoccupant.
Confrontés à l'avancée des forces alliées vers Paris, certains révolutionnaires, dans un accès de panique, se livrent aux exécutions de ceux opposés à la Révolution durant les événements sanglants de septembre 1792. Cependant, la situation se renverse avec un succès inattendu à la bataille de Valmy, où les forces françaises repoussent les envahisseurs au-delà des frontières. Cette victoire redonne espoir aux révolutionnaires qui proclament la République et Louis XVI est exécuté, exacerbant la colère des monarchies européennes. La coalition contre la France se solidifie, tandis que des conscriptions massives renforcent les rangs de l'armée française. En parallèle, des soulèvements royalistes et contre-révolutionnaires plongent le pays dans de nombreux conflits internes. À Toulon, un groupe de royalistes prend le contrôle de la ville avec l'aide militaire des Britanniques. Après un échec initial des Français pour récupérer la ville, Napoléon Bonaparte est appelé pour remplacer le commandant d'artillerie blessé. Sa stratégie, consistant à prendre le contrôle des forts au sud et y installer son artillerie, se révèle efficace, permettant la reprise rapide de Toulon. Cette victoire majeure de Napoléon lui vaut une promotion, mais il perd son titre à la suite d'un changement de gouvernement à Paris en 1794. Il passe alors un temps incertain dans la capitale jusqu'à ce qu'une révolte royaliste éclate. Sa réponse décisive à cette rébellion, où il ordonne de tirer sur les insurgés entraînant 300 morts, cimente sa loyauté envers le nouveau régime. Sa réussite lui vaut le commandement de l'armée française en Italie. Avant de s'engager dans la campagne d'Italie, Napoléon Bonaparte se marie avec Joséphine de Beauharnais, une veuve de vicomte exécuté et mère de 2 enfants dont il est profondément épris. Il rejoint ensuite son armée, en mauvais état, mais parvient à galvaniser ses soldats par son charisme, leur promettant les richesses du nord de l'Italie. Face à lui, 2 forces opposées, les armées piémontaises et autrichiennes. Conscient de sa position de désavantage numérique, Napoléon sait que leur union serait catastrophique pour ses plans. Il décide alors de les diviser en s'infiltrant en elles, afin de les affronter séparément. Le 10 avril, il lance son offensive. Sa stratégie s'avère efficace. En peu de temps, il parvient à soumettre le royaume de Piémont-Sardaigne. Cet épisode démontre une nouvelle fois sa compétence en stratégie militaire. Quand Napoléon se savait attaquer, il attaquait systématiquement le premier. D'où l'adage, la meilleure défense, c'est l'attaque. Lors de son affrontement avec l'Autriche, Napoléon impressionne l'armée ennemie par son attaque audacieuse, poussant les forces autrichiennes à se replier sur Milan et à disposer leurs troupes le long du fleuve Pô pour bloquer sa traversée. En réponse, Napoléon envoie une partie de son armée en diversion, tandis que l'essentiel de ses forces franchit le fleuve plus à l'est. Cette manœuvre menace de couper les lignes de communication autrichiennes, les forçant à se retirer de Milan sans engager le combat et à se diriger vers l'est. Pendant 1 an, la rapidité de déplacement des troupes françaises et la division des forces autrichiennes permettent à Napoléon de maintenir l'avantage. Face à la menace croissante sur Vienne, l'empereur d'Autriche est contraint de demander un armistice. Napoléon prend alors les rênes des négociations, aboutissant à la signature du traité de Leoben, suivi du traité de Campo Formio. Ces traités garantissent à la France l'annexion des Pays-Bas autrichiens et l'extension de ses frontières jusqu'au Rhin. En échange, l'Autriche reçoit la République de Venise et reconnaît les nouvelles républiques italiennes établies par Napoléon. En 1797, lors de son retour triomphal à Paris, Napoléon Bonaparte est célébré comme un héros. Le gouvernement, envisageant de poursuivre les hostilités contre la Grande-Bretagne, le dernier adversaire de la France, lui suggère une invasion. Toutefois, conscient de la suprématie navale britannique et des risques encourus, Napoléon propose une stratégie alternative. Attaquer les Britanniques là où ils s'y attendent le moins. Il envisage de conquérir l'Égypte, ce qui pourrait menacer la précieuse colonie britannique des Indes. Le gouvernement, voyant une opportunité de tempérer l'ambition et l'influence grandissante de ce jeune général, approuve le plan. Napoléon se met donc en route depuis Toulon à la tête d'une flotte de plusieurs centaines de navires transportant 40 000 hommes. En cours de route, il s'empare de Malte. Pendant ce temps, l'amiral britannique Nelson, ignorant sa destination finale, se lance à sa poursuite. Nelson atteint Alexandrie avant Napoléon, mais continue ses recherches vers le nord, toujours à la recherche de la flotte française. Napoléon Bonaparte arrive près d'Alexandrie, située dans la province ottomane d'Égypte, et s'empare rapidement de la ville avant de se diriger vers le sud. Près du Caire, il remporte une victoire décisive contre l'armée mamelouk. Ceci notamment grâce à l'utilisation révolutionnaire du carré d'infanterie lors de la célèbre bataille des Pyramides, permettant ainsi la prise de la ville. Cependant, dans le nord, la marine britannique localise et détruit la flotte française à la bataille d'Aboukir, laissant Napoléon et ses forces isolées en Égypte. Cette nouvelle se répand en Europe, stimulant la formation d'une seconde coalition anti-française à laquelle se joint l'Empire ottoman. Face à cette escalade, Napoléon se dirige vers l'est, conquérant les villes sur son chemin et entame ensuite le siège de Saint-Jean d'Acre.
Malgré ces efforts, la résistance ottomane, renforcée par les Britanniques, empêche la prise de la ville. Informé d'une tentative britannique de débarquer des troupes ottomanes à Alexandrie, Napoléon se précipite pour les affronter, remportant la bataille avec les dernières forces à sa disposition. Cependant, apprenant la situation tendue en France, Napoléon décide de rentrer seul, laissant derrière lui son armée en Égypte. Cette campagne est composée de nombreux scientifiques, ce qui permet de créer l'égyptologie et notamment de décrypter les hiéroglyphes. Au cœur de ces avancées se trouve la pierre de Rosette, découverte en 1799 par Pierre-François Bouchard. Cette stèle, triplement inscrite, a été le décodeur ultime des mystérieux hiéroglyphes égyptiens. C'est Jean-François Champollion qui, en 1822, déverrouille les secrets de cette écriture ancienne. Grâce à son expertise en langue copte et son analyse fine des 3 textes de la pierre, Champollion a illuminé l'histoire égyptienne, ouvrant un nouveau chapitre dans la compréhension de cette civilisation. En 1799, Napoléon Bonaparte retourne donc en France, un pays alors plongé dans une situation complexe. Les armées autrichiennes et russes avancent dans le nord de l'Italie, et l'instabilité politique domine à Paris. Fort du soutien populaire et de l'armée, Napoléon orchestre un coup d'État et s'autoproclame premier consul pour une durée de 10 ans. Ce nouveau rôle lui donne le pouvoir nécessaire pour lancer une série de réformes et consolider son autorité. Il se concentre également sur la formation d'une nouvelle armée, avec pour objectif de reconquérir le nord de l'Italie. Dans un mouvement audacieux, il franchit le col du Grand Saint-Bernard, considéré comme impénétrable, et qui viendra inspirer le tableau fort connu de ce passage réalisé par Jacques-Louis David. Ainsi, il remporte une victoire décisive sur les Autrichiens. Une autre victoire au nord assure la soumission de l'Empire. En quelques mois, Napoléon parvient à négocier la paix avec l'ensemble des puissances européennes, y compris avec le Royaume-Uni, l'adversaire de longue date de la France. Cette période de calme est scellée par la paix d'Amiens le 25 mars 1802. Sous son commandement, la France voit la fin de 10 années de révolution et des multiples troubles qui en ont découlé. Sa réussite lui vaut le titre de consul à vie, marquant une nouvelle ère de stabilité pour le pays. Profitant de cette période de paix, Napoléon Bonaparte se lance dans une vaste campagne de réformes à travers la France. Il apporte des changements majeurs dans l'administration, l'économie, l'éducation et entreprend la rédaction du Code civil, tout en restructurant profondément les forces armées du pays. Parallèlement, il poursuit sa politique d'expansion et d'interventionnisme, renforçant son autorité, mais suscitant l'irritation des autres puissances européennes, en particulier du Royaume-Uni, qui voit en la France une menace de plus en plus grandissante. Dans un contexte international tendu, Napoléon décide de vendre la Louisiane aux États-Unis. Ce geste stratégique a pour but de financer des efforts de guerre futurs et d'empêcher que ce territoire ne tombe sous contrôle britannique. La guerre éclate à nouveau, et bien que le Royaume-Uni ne puisse attaquer directement la France sur son sol, il adopte une stratégie plus subtile, cherchant à rallier d'autres puissances à sa cause. Conscient des dangers qui le menacent, notamment après avoir échappé de justesse à un attentat, Napoléon Bonaparte aspire à consolider et à diffuser le modèle révolutionnaire français, s'inspirant de l'idéal impérial. Le 2 décembre 1804, dans un geste symbolique et audacieux, il s'autoproclame empereur dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, couronnant également Joséphine de Beauharnais comme impératrice. Ce geste assoit son autorité et envoie un message puissant au reste de l'Europe. Il est important de bien comprendre pourquoi Napoléon a tenu à devenir empereur. Un empereur est au-dessus des rois, et c'est bien cela qui est à retenir. Napoléon a toujours été un fervent défenseur des valeurs révolutionnaires et républicaines. Il a grandi dans un milieu plutôt modeste, et cela a forgé son rapport à l'élitisme ambiant de son époque, encore imprégné de l'Ancien Régime. En devenant empereur, non seulement il montrait jusqu'où pouvait aller la promotion de la toute jeune République, et aux autres royaumes ennemis, « Je suis l'empereur, je suis au-dessus des rois ». Peu après son couronnement, l'empereur organise une cérémonie importante pour les gardes nationales et les différents corps d'armée, leur remettant un nouveau drapeau et leur faisant prêter serment de fidélité. De 1804 à 1814, on la surnomma la Grande Armée. Napoléon était énormément apprécié de ses hommes. Reconnu comme un brillant chef de guerre, il avait l'armée et même le peuple plus globalement derrière lui. Il a d'ailleurs été très peu sujet aux contestations populaires durant son règne, et sans ce soutien indéfectible, il n'aurait pas pu mener à bien ses ambitions. Cette ascension fulgurante n'est que le début d'une plus longue épopée, celle de la conquête de l'Europe par le nouvel empereur. Depuis son sacre en tant qu'empereur le 2 décembre 1804, il jouit à présent d'une aura comme aucun souverain n'en a connu. Cette renommée légitime ses actions, notamment militaires, qui vont lui faire conquérir quasiment toute l'Europe.
L'adversaire ancestral britannique reste une menace persistante. Ainsi, Napoléon entraîne l'Espagne dans le conflit avec le Royaume-Uni, nécessitant la force navale espagnole. Une armée suffisante est amassée près de la Manche, prête pour une invasion de la Grande-Bretagne. La France, soutenue par l'Espagne, s'engage dans le conflit avec le Royaume-Uni. Napoléon dirige la flotte française en Méditerranée vers les Antilles, espérant attirer et détourner la Royal Navy, puis fait un retour brusque vers la Manche pour faciliter un débarquement militaire sur le sol britannique. Cependant, le retour est marqué par un échec. La flotte française est détectée et attaquée par le long des côtes espagnoles, se retrouvant piégée à Cadix. Pour Napoléon, empereur des Français et roi d'Italie, les plans doivent être révisés, car le Royaume-Uni a réussi à former une nouvelle coalition avec la Russie et l'Autriche. L'Autriche déploie ses forces en Italie et en Bavière, où elles doivent se joindre à l'armée russe. Napoléon, anticipant ces mouvements, propulse sa grande armée vers la Bavière, dans l'objectif de devancer les Russes. Il orchestre une manœuvre de diversion en dirigeant un corps d'armée vers la Forêt Noire, un lieu où les Autrichiens l'attendent. Alors que la majorité des troupes françaises les contournent par le nord, les Autrichiens réalisent trop tard qu'ils sont encerclés. 5 jours après, 25 000 soldats autrichiens capitulent sans résister. Pendant ce temps, Napoléon commande à sa flotte, immobilisée à Cadix, de s'évader vers la Méditerranée. Les navires espagnols tentent de briser le blocus mais sont vaincus par la flotte britannique de l'amiral Nelson, qui trouve la mort lors de cette confrontation. Cette bataille, connue sous le nom de bataille de Trafalgar, permet au Royaume-Uni d'affirmer sa domination maritime. En Autriche, confrontée à l'armée française, l'armée russe se retire vers le nord-est pour se regrouper, ouvrant ainsi la voie vers Vienne. Napoléon prend possession de la capitale autrichienne, y laissant une partie de ses troupes, et se dirige avec le reste de son armée pour affronter les troupes du tsar Alexandre Ier et les restes des forces de l'empereur François Ier d'Autriche. Napoléon, bien que numériquement inférieur, déploie ses troupes sur le plateau de Pratzen, élaborant une stratégie. Dans la soirée du 1er décembre, il feint une retraite, attirant l'armée austro-russe sur le plateau. Le lendemain, alors que les Russes croient une déroute française, les troupes de Napoléon, cachées derrière les collines, lancent une attaque surprise, reprenant le contrôle du plateau et divisant l'ennemi. Malgré leurs efforts pour récupérer le terrain perdu, les forces de la coalition sont défaites. Les Français encerclent des milliers de soldats russes et les poussent à la fuite sur des étangs gelés où la glace cède sous les tirs d'artillerie, causant de lourdes pertes. La célèbre victoire française à Austerlitz est décisive et entrera à jamais dans l'histoire militaire. Cette bataille est encore étudiée dans les écoles de guerre aujourd'hui. L'empereur d'Autriche est forcé de négocier la paix par le traité de Presbourg, le 26 décembre 1805, entraînant la perte de territoire allemand et la dissolution du Saint-Empire romain germanique au profit de la Confédération du Rhin sous l'égide de Napoléon. Il installe ses frères sur ses trônes européens, consolidant ainsi son influence. En hommage à ses succès, Napoléon initie la construction de l'Arc de Triomphe à Paris, un monument destiné à commémorer ses victoires jusqu'aux prochaines batailles. La Prusse, mécontente de la gestion par la France des États allemands, se joint à d'autres nations pour initier la 4e coalition contre Napoléon. 3 armées prussiennes se déploient en Saxe et lancent un ultimatum aux Français, leur demandant de se retirer à l'ouest du Rhin. Napoléon avance avec sa grande armée et, dès les premiers affrontements, les forces françaises prennent l'ascendant, repoussant les armées prussiennes en direction de Leipzig. Cependant, l'armée française, se déplaçant rapidement, rattrape et s'infiltre entre les 2 principales armées ennemies. Napoléon, sous-estimant la position de l'armée principale prussienne, envoie une petite troupe de 25 000 hommes au nord qui se retrouve face à une force prussienne de plus de 60 000 hommes. Malgré cet écart numérique, les Français remportent les combats de ce jour, ouvrant la voie vers Berlin pour Napoléon. Dans la campagne de Pologne, suite à la soumission de la Prusse, Napoléon dirige ses efforts contre la Russie. Pénétrant dans l'ancienne Pologne divisée une décennie auparavant entre la Russie, la Prusse et l'Autriche, les Français sont acclamés en libérateurs, ralliant des milliers de soldats locaux à leur cause. À la bataille d'Eylau, les armées évitent d'abord l'affrontement, les Russes se repliant en attente de renforts. Lorsqu'ils se rencontrent, les 2 jours de combat intenses qui s'ensuivent sont d'une brutalité extrême, entraînant de lourdes pertes des 2 côtés. Plus tard, à la bataille de Friedland, les Russes tentent une offensive surprise contre les Français à Heilsberg, mais sont repoussés et poursuivis. La confrontation à Friedland s'avère décisive, forçant les Russes à reculer au-delà du fleuve Niemen. À l'issue de ces batailles, épuisés par le conflit, les 2 puissances se retrouvent dans une impasse, incapables de se dominer l'une l'autre. Suite à leurs affrontements, la France et la Russie mettent en scène la signature des traités de Tilsit en 1807. Cet événement historique a lieu sur un radeau spécialement conçu pour l'occasion sur le fleuve Niemen où Napoléon et le tsar Alexandre Ier concrétisent leur entente.
La Prusse se voit contrainte de céder la moitié de ses territoires, ceux à l'ouest étant annexés par le nouveau royaume de Westphalie avec à sa tête Jérôme Bonaparte. À l'est, la création du duché de Varsovie, allié à la France, constitue une base stratégique pour d'éventuelles confrontations futures. La Russie, quant à elle, obtient le feu vert pour s'approprier la Finlande. Dans un effort commun, la France et la Russie forment une alliance contre le Royaume-Uni alors en situation précaire. Napoléon instaure un blocus continental, une mesure drastique qui interdit à tous les ports européens d'accueillir des navires marchands britanniques, dans l'espoir de fragiliser l'économie britannique, déjà mise à mal par des guerres coûteuses. Cependant, certains pays, dont le Portugal, fidèle allié de la Grande-Bretagne, ne s'accordent pas avec cette politique. En réponse à la résistance du Portugal face au blocus continental, Napoléon décide d'envahir ce pays. L'Espagne, alliée de la France, permet le passage des troupes françaises aboutissant à la prise de Lisbonne et à la fuite de la famille royale portugaise vers le Brésil. Cet événement marque l'envoi des renforts français en Espagne où Napoléon envisage désormais une expansion de son influence malgré la dégradation de la puissance espagnole. Suite à un coup d'État avorté de Ferdinand contre son père, le roi Charles IV d'Espagne, les deux se rendent à Bayonne pour solliciter l'intervention de Napoléon. Pendant ce temps, à Madrid, une insurrection éclate contre l'occupation française et elle est brutalement réprimée. Napoléon installe alors son frère Joseph Bonaparte sur le trône espagnol, tandis que son beau-frère Murat reçoit le royaume de Naples. Cette influence de Napoléon sur le continent européen est une véritable histoire de famille. Quasiment à son apogée, l'empire napoléonien s'étend sur un vaste domaine de 130 départements et inclut le royaume d'Italie couvrant plus de 2 millions de kilomètres carrés. Les membres de sa fratrie ont été soigneusement placés à des positions de pouvoir. Joseph a été couronné d'abord roi de Naples, avant de devenir roi d'Espagne, tandis que Louis, auparavant son assistant militaire, a été investi roi de Hollande. Jérôme a reçu le trône de Westphalie. Concernant ses sœurs, Elisa a été nommée duchesse de Toscane, tandis que Caroline a été proclamée reine de Naples. Mais revenons à nos batailles. La population espagnole, révoltée par la répression française, se lance dans une guérilla acharnée contre les occupants. Les Français, ciblant les zones de résistance, mènent des représailles sévères. Pourtant, la guérilla persiste. Dans le sud de l'Espagne, une armée française est vaincue, créant un élan pour les mouvements anti-français à travers l'Europe et permettant aux forces britanniques de débarquer au Portugal. Napoléon, déterminé à résoudre personnellement la situation, dirige une partie de sa grande armée vers la péninsule ibérique. Lors d'une rencontre à Erfurt avec le tsar Alexandre, ils cherchent à consolider leur alliance sans succès. Malgré leurs victoires initiales, la grande armée rencontre des difficultés face à la résistance acharnée des armées espagnoles et autrichiennes. Une nouvelle coalition se forme contre Napoléon, la 5e. L'Autriche, presque isolée, subit une rapide défaite et Vienne est prise une seconde fois. Les forces autrichiennes se replient au nord du Danube où elles sont confrontées à la grande armée de Napoléon. Une bataille de cette époque a eu une importance particulière, celle d'Esslin. Elle survient le 21 et 22 mai 1809 et est un affrontement crucial dans l'histoire des guerres napoléoniennes, marqué par son intensité et ses conséquences stratégiques significatives. Esslin, considérée comme la première guerre d'usure sur deux fronts bloqués, a vu une utilisation massive de l'artillerie, une tactique qui deviendra caractéristique des combats de la Première Guerre mondiale. Rentrons dans les détails de cette bataille. Face à la triple offensive de l'archiduc Charles d'Autriche, Napoléon orchestre une riposte fulgurante, fonçant vers Vienne pour un duel stratégique sur le Danube. La bataille d'Esslin, déclenchée par la traversée audacieuse du Danube par les Français, se mue en un affrontement féroce et logistiquement complexe. Les Autrichiens défient les ponts précaires des Français avec une résistance implacable, exploitant leur supériorité numérique dans des combats acharnés. Cette confrontation intense voit le valeureux maréchal Jean Lannes, fidèle de Napoléon, tomber au champ d'honneur. Un coup dur symbolique pour l'empereur et sa campagne. La disparition de Lannes affecte profondément le moral et la stratégie de l'armée française. Esslin incarne l'avènement de la guerre totale, marquée par une artillerie dévastatrice et des combats urbains brutaux. Les lourdes pertes françaises témoignent de l'intensité et de la violence de cette bataille, un précurseur des conflits futurs plus sanglants et complexes. Esslin marque un tournant crucial dans les guerres napoléoniennes, illustrant une évolution vers des affrontements plus impitoyables et élaborés. Un autre combat épique encore, après la construction de ponts et une traversée risquée, est la bataille de Wagram. Elle voit plus de 140 000 soldats français combattre les Autrichiens qui finissent par demander l'armistice, menant au traité de Schönbrunn en 1809.
Le traité impose à l'Autriche la cession de vastes territoires et limite son accès à la mer. À cette même période, Napoléon, faute d'héritier légitime avec Joséphine, divorce et épouse Marie-Louise, fille de l'empereur d'Autriche, donnant naissance à l'héritier tant attendu, Napoléon François-Joseph Charles, qui sera connu sous le nom de roi de Rome, ou encore l'Aiglon. Pendant ce temps, les coûts économiques et humains de la campagne d'Espagne pèsent lourdement sur la France. En 1812, le Royaume-Uni intensifie son intervention militaire dans la péninsule ibérique en déployant une nouvelle force sous le commandement de Wellington, qui débarque au Portugal et surpasse les troupes françaises sur place. Ces dernières, requérant des efforts auprès de Napoléon, se retrouvent néanmoins délaissées, l'empereur ayant détourné son attention et ses ressources militaires vers le duché de Varsovie. Les tensions entre la France et la Russie s'enveniment, menant Napoléon à lancer une invasion du territoire russe. Cette campagne russe se révèle être l'événement le plus désastreux de l'ère napoléonienne, entraînant l'épuisement des troupes de la Grande Armée et marquant le commencement d'une période de déclin pour l'Empire français. En l'an 1812, l'empire de Napoléon est à son zénith, étendant son emprise sur une grande partie de l'Europe. Il a subjugué la Prusse et l'Autriche, tandis que ses efforts pour dominer l'Espagne rencontrent une résistance acharnée. Face à l'indomptable île britannique, protégée par sa redoutable Royal Navy et ses armées déployées au Portugal pour repousser l'occupation française, Napoléon ne peut envoyer de renforts, ses ressources étant engagées dans l'est de l'Europe. Pendant ce temps, le Royaume-Uni menace de reconquérir l'Espagne. Les relations avec la Russie, alliée de circonstance mais jamais pleinement engagée à ses côtés, se dégradent à tel point que Napoléon planifie une invasion. Le refus de la Russie de se conformer au blocus continental est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dans un acte d'audace stratégique, Napoléon mobilise une force impressionnante de plus de 680 000 hommes aux frontières russes, prête à marcher vers l'Est. La Russie, ayant solidifié ses frontières par un traité avec l'Empire ottoman, se prépare à l'offensive française. Les armées napoléoniennes franchissent le Niémen pour s'enfoncer dans le territoire russe, où elles sont accueillies non par la bataille, mais par la tactique de la terre brûlée. Les difficultés logistiques s'accumulent et les forces françaises se retrouvent affaiblies et éloignées de leur base d'approvisionnement. La campagne culmine dans la tragique bataille de Moskova, où, bien que victorieuse, l'armée française subit des pertes considérables face aux Russes à Borodino. Napoléon espère une victoire rapide qui forcerait le tsar à la table des négociations. Mais au lieu de cela, il rencontre une résistance implacable et un coût humain effroyable. Dans l'année de 1812, l'armée française, sous la direction de Napoléon, marche vers Moscou qui se trouve délaissée par ses habitants. Peu de temps après leur arrivée, la ville est intentionnellement incendiée par des éléments de l'armée russe, laissant les Français dans un désarroi face à cette tactique de terre brûlée. Napoléon cherche désespérément à entamer des pourparlers de paix avec le tsar russe, mais ses appels restent sans réponse. Face à l'imminence de l'hiver russe, il ordonne une retraite stratégique. Durant cette retraite, ses forces rencontrent de multiples difficultés dues aux conditions climatiques extrêmes et aux attaques constantes des forces russes, ce qui entraîne des pertes considérables. Des milliers d'hommes mourront de froid, de faim. Certains disparaîtront dans les tempêtes hivernales pour mourir ou se faire capturer, et d'autres seront forcés de manger leurs chevaux ou pire, leurs frères d'armes morts sur le chemin. Parvenus au fleuve Berezina, les Français sont confrontés à une armée russe bloquant leur passage. Dans une manœuvre déterminée, Napoléon fait construire en secret des ponts supplémentaires permettant à une partie de ses troupes de traverser. Toutefois, lors de la retraite, les ponts sont détruits laissant derrière un grand nombre de ses hommes. L'expression « c'est la Berezina » naîtra alors de cette défaite en 1812. Seuls quelques milliers de soldats parviennent à échapper à l'épreuve russe, tandis que Napoléon s'empresse de retourner seul à Paris pour préserver ce qui reste de son règne et de son empire. Dans cette toile des conflits européens, Napoléon fait une entrée stratégique à Paris et mobilise promptement une armée fraîche, tandis que le tsar, éreinté mais déterminé, poursuit son assaut visant à se présenter en libérateur de l'Europe. Il entame une danse diplomatique avec la Prusse dont les yeux sont fixés sur la libération de la Confédération du Rhin, promettant ainsi de remodeler le paysage de pouvoir en Europe. La Prusse, se préparant en coulisses, choisit de défier la France, tandis que l'Autriche préfère observer les éléments depuis une position neutre. La Confédération du Rhin demeure loyale à Napoléon, témoignant de la complexité des alliances de l'époque. Lorsque les forces russes menacent Berlin, la Prusse prend les armes contre la France. Les coalisés se rassemblent en Saxe pour affronter les vestiges de la grande armée de Napoléon.
Suite à des triomphes de l'armée française, les adversaires réclament une pause dans les hostilités, aboutissant à l'armistice de Clausewitz en 1813. La situation en Espagne se renverse quand le duc de Wellington, avec ses troupes portugaises et espagnoles, s'empare de Madrid, repoussant les forces françaises. La guerre prend un tournant diplomatique. La Suède se joint à la coalition contre Napoléon qui, lors du congrès de Prague, refuse les offres de paix de l'Autriche, prônant un retour aux frontières d'avant-guerre. L'Autriche, quant à elle, se tourne alors vers la coalition, mettant fin à la trêve. La campagne d'Allemagne s'intensifie alors que 3 puissantes armées marchent sur la Confédération du Rhin, forçant Napoléon à battre en retraite jusqu'à Leipzig. Là se déroule la titanesque bataille des nations opposant un demi-million de combattants. La résistance française est acharnée, mais finalement contrainte de se replier, assiégée sur 3 fronts. Lors de la retraite, la destruction prématurée d'un pont essentiel scelle le sort de nombreux soldats français. Napoléon, traversant le Rhin avec une fraction de son armée, voit alors la Confédération du Rhin tourner kazakh et rejoindre l'alliance contre lui. À l'aube de 1814, la campagne de France marque l'ultime affrontement de l'Empire français face à l'implacable avancée de la 6e coalition. Contre une armée coalisée bien plus nombreuse, Napoléon défend la patrie avec une bravoure légendaire, arrachant une série de 14 victoires remarquables. Simultanément, en Espagne, les forces françaises subissent les contre-coups des offensives menées par Wellington et reculent jusqu'aux confins du territoire national. Dans un élan inéluctable, les puissances alliées marchent vers Paris un 30 mars, imposant à l'empereur un repli stratégique vers Fontainebleau. Face à cette situation, il abdique le 6 avril 1814. Une décision lourde de conséquences qui le contraint à l'exil, loin de sa terre natale. Le congrès de Vienne orchestre le futur de l'Europe. Napoléon, dépossédé de son influence, est relégué à l'île d'Elbe où il établit un minuscule royaume. En France, une page se tourne avec le rétablissement de la monarchie sous l'égide de Louis XVIII, qui s'installe sur le trône dans la même année. À Vienne, les victorieux mènent des délibérations pour redessiner la carte de l'Europe en quête d'une stabilité durable et d'un ordre pacifique renouvelé. Pendant ce temps, les petits États spectateurs assistent au partage des territoires par les grandes puissances. Le duché de Varsovie est absorbé par la Russie. La Prusse s'élargit vers l'ouest, transformant la Confédération du Rhin en une entité germanique plus vaste. L'Autriche récupère des territoires jadis perdus et l'Italie la renaissance de ses anciens royaumes. Piémont-Sardaigne, Toscane, les 2 Siciles et les États pontificaux. De nouveaux États émergent, tels que le Royaume-Uni des Pays-Bas et l'union de la Suède-Norvège, tandis que la neutralité suisse est unanimement reconnue. Depuis son exil, Napoléon scrute l'évolution des affaires européennes et spécialement françaises. Lorsque Louis XVIII, peu chéri par le peuple, prend la tête de la France, Napoléon, dans un coup de théâtre, décide de tenter un retour secret dans son ancien empire en 1815. Au cœur de l'année 1815, lors de l'épisode historique désormais connu sous le nom des 100 jours, Napoléon débarque sur les rivages français près de Cannes, ralliant à sa cause des troupes fidèles. Sa marche vers Paris est marquée par des acclamations populaires et, sans effusion de sang, il s'empare du pouvoir alors que Louis XVIII trouve refuge hors de la capitale. Face à cette résurgence impériale, les puissances européennes réagissent rapidement en formant la 7e coalition, déterminée à réprimer cette tentative de restauration. La tension culmine lors de la bataille de Waterloo. Napoléon mobilise l'ensemble de la France en préparation du conflit. Les forces de Wellington se préparent aux Pays-Bas, tandis que les Prussiens de Blücher avancent pour les rejoindre. À l'est, les Autrichiens attendent les renforts russes. Napoléon, anticipant une rencontre décisive, se lance avec 125 000 hommes contre une armée prussienne éparpillée et une coalition de forces britanniques, néerlandaises et allemandes près de Bruxelles. Par une manœuvre audacieuse, il évite la jonction de ses armées, mais doit faire face à la poursuite des Prussiens, tandis qu'il se dirige vers l'affrontement avec Wellington à Waterloo. L'armée française, sous Emmanuel de Grouchy, un général de Napoléon, atteint Wavre, engageant les résidus de la force prussienne au lieu de la poursuivre vers Waterloo. Là, un affrontement féroce se déroule entre Napoléon et Wellington. Alors que la victoire semble à portée de main pour Napoléon, il aperçoit des troupes à l'horizon et espère le retour de Grouchy, mais il s'agit en réalité de l'armée prussienne. Cette méprise coûte cher à Napoléon qui est obligé de rediriger ses forces vers ce nouveau front. La défaite à Waterloo scelle son destin. Contraint à l'abdication une fois de plus, Napoléon tente sans succès de regagner le pouvoir à Paris. Il projette de s'évader vers les États-Unis depuis Rochefort, mais il est intercepté par les Britanniques.
Après des jours d'incertitude, il est embarqué vers l'île de Sainte-Hélène, une prison lointaine et isolée au milieu de l'Atlantique, où il finira par y écrire ses mémoires, vivre dans une profonde solitude et finalement succomber à la maladie en 1821, 2 siècles avant notre époque. Il était gardé par plus de 3000 soldats. 3000 soldats pour un seul homme, vous imaginez? C'est dire la crainte qu'il procurait chez ses adversaires. D'abord inhumé sur cette île isolée, ses restes seront rapatriés en 1840 aux Invalides à Paris, où ses compagnons d'armes, les grognards, lui rendront un dernier hommage solennel. Ainsi s'achève un moment marquant de l'histoire française et européenne, avec la chute d'un empereur qui avait redessiné les frontières et façonné une époque révolue, laissant un héritage complexe qui continue d'alimenter les débats historiques et les souvenirs de grandeur. L'heure est maintenant au bilan. Dans la réflexion sur l'héritage napoléonien, on observe que l'empereur a inscrit dans la durée les idéaux révolutionnaires de 1789, tels que l'égalité, le mérite et le droit de propriété, tout en pérennisant les institutions et lois qui persistent encore de nos jours. Il a mis de l'ordre dans l'esprit de la Révolution, pourrait-on dire, mettant ainsi un terme au régime de terreur qui laissa de lourdes cicatrices. Sous son égide, si des avancées significatives dans l'encouragement de l'entreprise privée et de l'innovation ont été notées, favorisant ainsi l'émergence du capitalisme industriel, elles ont été contrebalancées par ce fameux blocus continental et une ouverture économique obtenue souvent par la force. C'était presque de coutume à cette époque. Malgré cela, la chute de l'Empire a laissé la France exsangue, affaiblie économiquement avec une dette énorme et réduite territorialement ayant perdu la Savoie, la Belgique et la rive gauche du Rhin, ainsi que ses colonies telles que la Louisiane vendues pour financer les guerres. Sur le plan diplomatique, la France s'est retrouvée marginalisée avec une influence réduite au sein des puissances européennes. Cependant, grâce à des figures comme Talleyrand, elle a su limiter les retombées négatives post-défaite. Le coût humain de l'ère napoléonienne fut important, avec des pertes non seulement pour la France mais pour toute l'Europe, ce qui a provoqué un déclin démographique notable. Nous insistons sur ce point. Les chiffres, souvent exorbitants des batailles napoléoniennes se comptant en millions de morts, sont très contestés parmi les experts de la question. Malgré un bilan contrasté, Napoléon et son époque ont été idéalisés dans la littérature et la culture française, teintant la mémoire collective d'un mélange de nostalgie et de révérence pour cette période complexe et transformative de l'histoire française. Cette réputation posthume de Napoléon Bonaparte s'est solidifiée grâce à la communication déployée de son vivant. Autant que pour sa stratégie militaire, sa stratégie de communication était particulièrement bien rodée. Il avait dit lui-même « Dans 200 ans, on parlera encore de moi ». C'est à savoir que Napoléon était un communicant hors pair. Ses campagnes victorieuses ont été magnifiées par la presse et l'art avec des bulletins tels que le Courrier de l'armée d'Italie et La France vue de l'armée d'Italie, qui exaltaient ses réussites et minimisaient les revers. La presse, réduite en nombre, ainsi que des livres et des peintures, ont contribué à forger sa légende. Bonaparte liait souvent l'image au texte, particulièrement lors de ses campagnes militaires, en prenant parfois lui-même la plume pour rédiger les communiqués de la Grande Armée. Il a aussi initié la création de peintures commémoratives pour immortaliser les batailles, contrôlant rigoureusement l'image projetée, une pratique devenue emblématique de son règne. Les écrits de Emmanuel Lascazès, le mémorial de Sainte-Hélène, ont redonné vie à l'empereur dans l'imaginaire français, avec de multiples rééditions et commentaires par des figures littéraires et philosophiques comme Balzac ou Hegel, établissant un corpus littéraire abondant. Le corps de l'empereur repose sous la coupole de l'église du Dôme aux Invalides, depuis 1840 à côté de ses proches. En mourant, Napoléon avait manifesté le désir d'être inhumé sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français qu'il avait tant aimé, de son testament écrit le 16 avril 1821 à Longwood House. L'empreinte de Napoléon est omniprésente dans l'architecture et la législation française, avec des institutions telles que la Cour des comptes et la Bourse de Paris qui perdurent toujours. Des lieux symboliques comme l'obélisque de la Concorde sont des rappels permanents de son règne. Ajaccio, sa ville natale, célèbre son illustre fils avec des musées et des statues. Sa maison d'enfance est ouverte au public et le musée de l'armée offre une exposition immersive sur ses batailles et stratégies. Les visiteurs peuvent aussi y découvrir des effets personnels de l'empereur, ajoutant une touche intime à l'étude de sa vie. Nous l'avons vu, la famille a été un pilier central dans la vie de Napoléon toute sa vie durant. Ce pilier est aussi une part importante de sa postérité. Et pourtant, rapidement la dynastie napoléonienne s'est éteinte dans sa branche principale avec Napoléon François-Joseph Charles Bonaparte, son fils, qui porta le nom de Napoléon II ou encore l'Aiglon.
Sa vie, cependant, fut brève et marquée par l'absence de descendance, s'éteignant à 21 ans en Autriche sans enfant, provoquant ainsi l'extinction de la branche aînée de la famille Bonaparte. Parallèlement, l'empereur a eu plusieurs enfants illégitimes. Charles Léon, né de la liaison de Napoléon avec Catherine Éléonore de Nuel de la Plaigne, a été surnommé le comte Léon. Alexandre, comte Walewski, fils de Napoléon et de la comtesse Walewska, a joué un rôle notable dans la politique française en tant que ministre et sénateur sous le règne de Napoléon III. Napoléon aurait aussi eu une fille, Émilie Pellaprat, née de sa relation avec Françoise-Marie Émilie Leroy, et un autre fils, Eugène Megerle von Mühlfeld, issu de sa liaison avec une aristocrate autrichienne, Victoria Kraus. Outre son fils légitime, Napoléon a également adopté 3 enfants. Eugène de Beauharnais, fils de Joséphine de Beauharnais, investi du titre de prince de Venise, devenant l'héritier présomptif de la couronne d'Italie. Hortense de Beauharnais, également fille de Joséphine, a été mariée à Louis Bonaparte, frère de Napoléon et roi de Hollande. Enfin, Stéphanie de Beauharnais, nièce de Joséphine, a été adoptée par l'empereur et a épousé le grand-duc héritier Charles de Bade. En ce qui concerne la descendance contemporaine, les lignées issues des frères de Napoléon ont perduré. Les descendants de Joseph Bonaparte, frère aîné de Napoléon, incluent Zénaïde et Charlotte Bonaparte. Zénaïde, en particulier, a eu une descendance notable, épousant Charles Bonaparte et donnant naissance à 8 enfants qui ont atteint l'âge adulte. De cette lignée émerge Jean-Christophe Napoléon, l'unique descendant masculin et légitime portant le patronyme Bonaparte. Ainsi, bien que la branche principale de la famille Bonaparte se soit éteinte avec Napoléon II, les branches collatérales continuent de perpétuer l'héritage napoléonien jusqu'à nos jours, témoignant de l'impact durable de l'empereur sur sa famille et sur l'histoire de France. Comment conclure sur un tel personnage ? Sûrement pas en le réduisant à des clichés comme peut le faire Hollywood. Pour cerner la grandeur de cet homme qui a indéniablement marqué l'histoire, terminons par quelques-unes de ses propres citations. Il affirmait que le pouvoir est une pyramide, où le sommet concentre l'autorité. Si on l'analyse, la liberté politique est un mythe accepté, inventé par les gouvernants pour endormir les gouvernés. Il reconnaissait l'inégalité naturelle entre les hommes. La loi sociale peut donner à tous les hommes des droits égaux. La nature ne leur donnera jamais des facultés égales. Pour lui, l'excès de prudence est contre-productif. Le tourment de la précaution est pire que les dangers qu'elle cherche à éviter. Mieux vaut s'abandonner au destin. Concernant la Révolution française, il observait « La noblesse aurait survécu si elle avait su maîtriser le secrétaire », soulignant l'importance des médias pour influencer l'opinion publique. Il estimait que le pouvoir doit agir avec discrétion. L'autorité doit se faire sentir le moins possible et ne doit pas peser inutilement sur le peuple. L'art de la police consiste à punir rarement et sévèrement. Napoléon conseillait de privilégier l'action concrète à la théorisation excessive. Il y a des hommes qui, du fait de leur constitution physique et morale, ont tendance à tout schématiser, quelle que soit leur connaissance, leur intellect ou bien même leur courage. La nature ne les a pas amenés ici pour commander une armée. Ils percevaient la tragédie comme un catalyseur. Le malheur est l'accoucheur du génie. Il mettait en garde contre la démocratie absolue. Il faut sauver le peuple contre sa volonté. Il valorisait l'authenticité du courage. Le courage ne se contrefait pas, c'est une vertu qui échappe à l'hypocrisie. Pour finir sur une note mémorable, il disait avec fierté « J'ai trouvé la couronne de France gisant dans le caniveau et je l'ai ramassée avec mon épée ». Une déclaration qui résonne comme l'écho d'un héritage impérissable. Envie de liberté ? Dépêchez-vous, car il vous reste moins de 5 ans. Vous ne me croyez pas ? Je préférerais aussi, mais... Dans 5 ans arrive l'euro numérique, et avec lui, la liberté, l'épargne et la consommation ne seront plus jamais comme avant. C'est-à-dire que vous n'aurez plus rien, mais que vous serez heureux. Merci bien. Chez GP, on travaille tous dur pour informer le public de ces plans, mais on travaille encore plus dur pour lutter contre ces plans. Et notre outil de lutte numéro 1, c'est notre magazine La Lettre Confidentielle. Dedans, on détaille nos analyses macroéconomiques et on expose nos solutions financières. Et pour beaucoup d'abonnés à cette revue, le changement dans leur vie a été sans équivoque. Alors envie de tourner la page ? C'est juste sous la vidéo.